Hello et merci de me retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu particulière. Si vous êtes abonné de ma chaîne, merci de me retrouver. Je suis contente que vous êtes là. Si vous êtes là par passage, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter puisque c'est une vidéo aujourd'hui qui, moi personnellement, est la vidéo dont je suis le plus fière de ma chaîne et qui m'a demandé le plus de travail et qui, je pense, a une importance qui va au-delà de ma passion pour la création de vlogs. Donc, à un mois des présidentielles américaines, le monde tel qu'on le connaît est peut-être sur le point d'être bouleversé à jamais. Je sais que ça paraît un petit peu fou de dire ça, mais c'est la réalité et j'avais envie de partager avec vous moi, comment je vis cette élection 2024, la deuxième élection dans laquelle je vais voter, mais aussi pouvoir vous permettre de vous plonger un petit peu plus dans l'histoire américaine pour comprendre comment on en est arrivé ici, comment les États-Unis ont été créés, comment la politique américaine fonctionne et quelles sont les choses qui sont en jeu cette année pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. J'ai une opinion qui transpire dans cette vidéo évidemment. Je pense qu'à ce jour, il y a peut-être personne qui n'a pas d'opinion sur les élections américaines. Tout ce que je vous demande, c'est de la regarder avec les yeux et les oreilles ouvertes et avec la notion qu'une opinion ne devrait pas former une identité, mais que certaines valeurs, dont l'honnêteté, l'intégrité, l'empathie, ne devraient pas être négociables. Je vous invite à vous installer parce que cette vidéo est quand même assez longue, elle est chargée en histoire, elle est criblée de séquences que j'ai traduites pour vous, pour pouvoir vous immerger vraiment dans le climat actuel au Tennessee, dans la vie d'une femme blanche qui votera démocrate pour ces élections. Donc voilà, enjoy! Vitamins and history books, psychology and a different way to live at it all. 'Cause my perspective is broken. You want your robe? If suffering's a way to earn your keep, I better start putting Il y a juste miles deux on. petits yeux qui dépassent. See you soon, maman. À 50 jours des présidentielles, on a reçu notre panneau Harris-Walz aux États-Unis. C'est très commun de mettre en avant pour qui on va voter. Where should we put it? I was thinking that kind of by that slope. See how it's a little less steep right there? Right next to our slope down. Yeah. I think I was kind of concerned about not being able to see it from the house because I was scared someone's going to take it down. Oh, there's a good chance of that. All we can do is try. Et ça fait partie en fait de la culture en France, c'est très mal vu, mais ici c'est complètement normal et j'avoue beaucoup apprécier ça parce que ça permet de commencer des conversations que autrement tu pourrais peut-être ne pas avoir. Le problème, c'est que l'ambiance est vachement tendue du slip là aux États-Unis. Il n'a pas fallu 24 heures pour que quelqu'un roule sur notre panneau, c'est-à-dire que le panneau était là-bas et il était aplati vers ce sens-là. Donc il y a quelqu'un qui a roulé de l'autre côté, qui a été jusque dans notre jardin, roulé sur notre panneau et après s'est barré. Tu te rends compte du truc? Du coup, on a déplacé notre signe et on l'a mis juste à côté de notre boîte aux lettres. On va voir combien de temps notre boîte aux lettres tient. Il y a 4 ans de ça, j'avais un sticker sur ma voiture pour Biden Harris et on me l'avait retiré bien après qu'il avait été élu. Hein. Donc j'ai énormément de choses à dire contre le parti opposé, mais j'irai jamais en fait abîmer les affaires de quelqu'un d'autre juste parce qu'en fait je suis pas d'accord avec leur opinion. Il y a un irrespect qui s'est créé qui est juste exaspérant et qui honnêtement nous influence à vouloir en faire plus parce qu'on est des trolls, mon mari et moi. On a décidé de faire un énorme
panneaux qu'on va mettre sur le côté de notre maison que personne ne pourra en fait détacher parce que c'est un crime de toucher à ta propriété privée aux États-Unis. Je veux pas un truc agressif. Je pensais mettre hope over fear, l'espoir et pas la peur, parce que c'est vraiment l'intimidation en fait. La campagne opposée, Trump, c'est que de l'intimidation, c'est un bully. Donc là, je suis mission peinture. Je vais aller chercher 2-3 couleurs parce que j'ai pas ça en stock à la maison. Oui, je sais. J'ai que des couleurs pastel, tu vois. Je me dis et des paillettes. Il faut un truc un petit peu plus sérieux. Donc j'allais chercher ça avant d'aller chercher ma petite piote et on va faire ça ensemble. Je suis un troll, mais je prends beaucoup de plaisir à être comme ça. Je veux pas activer la haine en partageant mes opinions et ça devrait pas être le cas. I think in 65 days, the American people are going to vote for President Trump because they know he's the guy who will defend their right to speak. Former President Trump says that he will deport students who participate in pro-Palestinian protests. Donald Trump said that anyone who criticizes the Supreme Court justices should be arrested and jailed. Donald Trump earlier today said you burn the American flag, you should get a year behind bars. During the 2024 campaign, Trump has been, quote, venting about the need to punish late-night comedians for their anti-Trump material. Mais le problème que moi je vois, c'est que c'est plus une question d'opinion. Là, c'est une question de valeur. Et le monde entier, la France, mais le monde entier, devrait être concerné par le fait que la plus grande puissance mondiale est prête à réélire un gars qui veut le pouvoir pour son bien personnel. On est arrivé maintenant dans un monde où c'est très compliqué, que les opinions forment l'identité des gens et c'est extrêmement destructeur. Où est-ce que je vais ? Voilà, on est à Walmart. Il me faudrait des gros pots de peinture. Pas trop cher. C'est possible. Ok. 473 millilitres. Oula, t'es un peu ouvert toi, qu'est-ce qui se passe? Du rouge. Tu peux. Oh, il y a des super belles paillettes. J'en ai pas besoin, mais elles sont magnifiques. Oh. Et on a des pinceaux à la maison, donc ça on n'en a pas besoin. On a des rouleaux, on a tout ce qu'il faut. Ok, c'est parti. J'aimais tellement Walmart quand je suis arrivée aux États-Unis. La première fois que j'étais dans un Walmart, bon, il y en avait en Allemagne, mais aux États-Unis, c'était en Floride en 2009. Et j'ai fait des ravages. Enfin, des ravages à l'époque, j'avais dépensé $200. Et ouais, maintenant c'est dernier recours quoi. C'est énorme en fait, donc tu perds du temps à mort à marcher et d'aller d'un rayon à un autre, tu vois. D'accord. Hop, en route pour aller chercher la piote. J'allais écouter ma musique un petit peu. Ouh. Je vous retrouve après. Innocence died screaming, honey, ask me, I should know. I'd slip the heel from Eden just to sit outside your door. Got it. Big jump, okay? I have the There you last go. in my hands. Bye, guys. Bye. Hey. Good afternoon. Ooh, hey! Yeah, we're gonna create a sign. For what? I'm gonna explain it all to you in a little bit. It's in the cookie. Yes. Mimi, you coming? You coming? Look at my water. Does he give me 2 stickers? Oh, that's fun. Et comme par hasard, Piotr ramène en devoir cette lecture à faire. Constitution doesn't say women can vote. Doesn't say only men can vote either. Women just don't understand these things. You know, for a really long time, women were not allowed to vote. Yeah, but Susan B. Anthony changed it. Yeah, that's true. Yay! Party! It is worth the party. It's worth voting for sure. Yeah.
was not filming your... No. I would never. I keep that to myself. I'm gonna be talking about the Electoral College. J'ai retiré ça. J'ai une tonne de linge, j'ai une pile. Regarde-moi ça, j'en ai encore dans le... J'ai eu un calcul rénal la semaine dernière, j'ai passé une semaine au lit, j'ai perdu une tonne de poids, je flotte dans tous mes fringues. J'avais dû racheter des vêtements parce que j'avais pris du poids enfin et que j'étais enfin un poids, tu sais, normal, raisonnable pour ma taille. Et j'ai tout perdu. Mais en plus de ça, j'ai gagné une pile de linge. Je me suis dit que j'allais profiter de ce petit temps à parler avec vous et à vous expliquer un petit peu comment est-ce que le système américain fonctionne, parce que je vous parle de politique américaine, mais il faut comprendre comment est-ce que les États-Unis ont été construits, fondés, et comment est-ce que ça a été décidé d'élire le président américain, parce que c'était la première démocratie au monde. L'histoire des terres, qui deviendront plus tard les États-Unis d'Amérique, sont absolument fascinantes, en tout cas d'un point de vue d'une personne qui est fascinée d'histoire et principalement de celle des Amériques. Et en fait, ce qui est marrant, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, on a tendance à oublier que son histoire commence bien avant la colonisation de sa colonisation des pays européens, qu'elle commence 15 000 ans avant Jésus-Christ, où on voit commencer à arriver des cultures indigènes et s'établir et vivre en fait, jusqu'à temps qu'elles sont poussées et exterminés en grande partie par les colons européens qui sont arrivés avec leurs croyances et leurs maladies. Et donc c'est seulement à partir de 1585 que l'Empire britannique commence par coloniser la côte atlantique. Et c'est dans les années 1760 qu'il y a déjà les 13 colonies. Tu sais, les 13 colonies, les 13 bandes blanches et rouges que l'on voit sur le drapeau américain, ça représente les 13 colonies. Pendant ce temps-là, faut pas oublier l'implication de la France qui contrôle les territoires de la Louisiane de 1682 à 1762 quand ils les céderont à l'Espagne. Entre 1689 et 1763, il y aura 4 grandes guerres intercoloniales sur le territoire américain. Le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre et ensuite britannique se tirent dans les pattes parce qu'ils veulent plus de pouvoir, plus de richesses, plus de territoire, plus de tout ce que tu veux. Et finalement, c'est la France qui échouera et qui alliera ses forces avec les colons britanniques contre le royaume d'Angleterre lorsqu'ils demanderont leur indépendance, parce que le roi à cette époque, il y a un petit shift qui se passe, il y a un nouveau roi, le roi taxe à mort les nouveaux territoires d'Angleterre, les États-Unis, et ça va pas. C'est finalement en 1776 que le deuxième congrès continental proclame l'indépendance des colonies sous le nom des États-Unis d'Amérique. C'est dirigé par le colonel George Washington. Ça aboutira finalement à la guerre de l'indépendance en 1783 qui sera gagnée par lui et ses troupes. Et la création des États-Unis. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que George Washington gagne la guerre de l'indépendance, mais c'est à contre-cœur qu'il devient président, le premier président des États-Unis d'Amérique. C'est pas pour dire que c'est un saint et que genre le pouvoir l'intéressait pas parce que mec il avait des esclaves et il en avait pas qu'un, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant en fait que ce soit pas quelque chose qui l'intéresse et qu'il ait finalement fait parce qu'on voulait qu'il le fasse, quoi. La Constitution est adoptée en 1789, il y a une déclaration des droits, donc the Bill of Rights, qui va être rajoutée à ça en 1791. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce Bill of Rights veut vraiment consolider les droits qui sont inaliénables aux Américains, sans forcément prendre en compte qu'un homme noir est considéré 3/4 d'un homme blanc et a absolument aucun droit, et évidemment la femme non plus. Et c'est à ce moment-là aussi que le collège électoral va être pensé. On met un point sur le collège électoral, on y reviendra, mais ça va définir les États-Unis puisque il est pensé pour se séparer du pouvoir d'un seul roi et du tyrannisme d'une seule personne, donc pour essayer de distribuer le pouvoir à plus de personnes. Les États-Unis deviennent la première démocratie, mais pas
complètement parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance à la population américaine et donc, pendant qu'ils ne veulent pas donner le pouvoir à une seule personne et ils ne veulent pas laisser le choix à une seule personne, ils enclenchent donc ce système de collège électoral qui finalement réussit à contrôler la majorité de la population. Tu te souviens de la France? Oui, puisque la France, elle est un petit peu vénère en fait. C'est-à-dire qu'elle a perdu les territoires qu'elle avait à l'Espagne. Et là, il y a Napoléon Bonaparte qui dit tiens mon quoi, je sais pas. Tire mes talons, il était pas très grand. C'est nul comme blague. Et en 1800, il reprend possession de la Louisiane en échange de territoires en Toscane dans l'effort de rétablir une sorte d'empire colonial français en Amérique, sauf que en fait ça n'aboutira jamais et c'est en 1803 que les territoires de la Louisiane sont acquis par les États-Unis. Thomas Jefferson est président à ce moment-là, c'est le 3e président des Américains et il voit son pays doubler de taille, de volume et de population, puisque les territoires de la Louisiane, comme je le disais, c'est pas juste la Louisiane, c'est l'Arkansas, c'est le Missouri, c'est l'Oklahoma, le Nebraska, le Minnesota, New Mexico, Montana, Colorado, donc gros. Sauf qu'évidemment c'est pas la fin et quand on en veut toujours encore un peu plus et encouragé par la disponibilité de territoires, de terrains qui sont pas chers, qui sont même gratuits en fait parce qu'ils n'appartiennent à personne, va y avoir une grosse poussée en fait de la population américaine qui va se déplacer principalement du sud, mais honnêtement de partout, et qui va migrer jusque sur la côte pacifique. Et là, il y a un gros dilemme qui se pose, puisque quand on commence à pousser les territoires jusqu'au côté pacifique, eh bien, il y a des personnes qui se demandent si jamais l'esclavage, c'est bien quelque chose qu'on devrait pousser là-bas aussi, ou si on ne devrait pas l'abolir complètement. Et évidemment, parti opposé, côté sudiste, eh bien, eux, ils sont absolument contre l'abolition de l'esclavage, puisque c'est leur gagne-pain. Et là, naîtra la guerre civile. Elle sera gagnée par le Nord, qui est républicain à l'époque. L'esclavage sera aboli en 1804, mais il faut 2 ans après la fin de la guerre civile pour que tous les esclaves soient libres. C'est pas la fin de la route pour eux, et ils vont gagner des droits et en perdre plus tard avec Jim Crow, etc. On va même pas s'embarquer là-dedans. L'histoire moderne des États-Unis montre que finalement on revient toujours sur le même scénario, sur 2 forces qui ne s'entendent pas, qui ont des valeurs qui sont complètement opposées, qui ne se comprennent pas, qui ont difficile à cohabiter ensemble. Et le problème qui est encore plus compliqué, c'est que les médias font en sorte que c'est polarisé encore plus qu'avant. Je trouve que c'est devenu encore plus extrême. Ça c'est la petite parenthèse cours d'histoire plus opinion. On va revenir à ce que j'étais en train de dire et parler un petit peu plus de ce collège électoral et ce que ça signifie pour nous concrètement là maintenant pendant les élections 2024. À l'époque de l'écriture de la Constitution américaine, il n'y avait aucun autre modèle de démocratie où un représentant de l'État était élu par le peuple. Et donc du coup, les Founding Fathers, les pères fondateurs, ont dû improviser. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé le collège électoral. Le collège électoral, c'est une représentation de la population américaine. Chaque État ont 2 sénateurs. Ces représentateurs de cet État font partie du collège électoral et à ça s'ajoute, selon la quantité de la population dans l'État. Par exemple, moi j'habite dans le Tennessee, on a 11 votes pour le collège électoral. Et donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certes, le peuple américain vote et élit son président, mais c'est pas forcément la majorité qui gagne, c'est le collège électoral, ce qui veut dire que par exemple, moi, étant démocrate dans un État républicain qui est le Tennessee, le vote majoritaire du Tennessee sera républicain et donc le collège électoral votera républicain. Et à l'opposé, c'est la même chose pour les républicains qui vivent en Californie et par exemple à New York. Et là je t'imagine en te grattant la tête et te demandant si je suis en train de t'expliquer que les élections présidentielles américaines sont déjà prédestinées depuis le début et que ça sert à rien de voter. Pas vraiment, parce qu'en fait, dans les États que l'on a, on a des États qu'on appelle les swing states, principalement la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. 3 sur 50, c'est un peu maigre. Mais cette année, c'est assez exclusif, il y en a d'autres
4 autres qui se sont rajoutés à cette liste. Le Nevada, l'Arizona, la Géorgie et la Caroline du Nord, qui n'a pas été gagnée depuis 2008 par un démocrate, c'était Obama pour sa première présidentielle. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que les 50 États ne vont pas décider du résultat des élections, ça repose sur les États qui sont en jaune sur cette carte. C'est ouf. C'est très rare qu'un président élu n'a pas la majorité des votes. Mais ça s'est déjà passé et ça a été le cas pour Trump. En gagnant la Pennsylvanie en 2016, il a réussi à bouleverser le collège électoral et à faire en sorte d'être élu sans avoir la majorité des votes. Et ça, c'est un très gros problème. C'est le débat le plus compliqué qu'a les États-Unis parce que la Constitution veut que le système soit comme il est, quoique le terme collège électoral n'est pas inscrit dans la Constitution. Mais le problème, c'est que là, dans le monde dans lequel on vit, c'est un système qui n'est absolument pas parfait, quoiqu'il n'a pas été pensé pour être parfait, parce que c'était juste un compromis en fait entre deux systèmes qui n'allaient pas réellement l'un avec l'autre. Et maintenant qu'on a vu d'autres modèles de démocratie, comme par exemple la France, qui elle élut son président avec la majorité, ça c'est un système qui est souvent challengé d'être changé. Le problème, c'est que les dernières élections, là, des dernières décennies, montrent que si on changeait le système de collège électoral, les républicains ne gagneraient plus parce qu'ils n'ont pas la majorité. Et ça, c'est de plus en plus flagrant, d'autant plus depuis le retournement de la décision de Roe v. Wade. Il y a bientôt 50 ans, les États-Unis légalisaient l'avortement à travers tout le pays. En 1973, la Cour suprême promulgue l'arrêt Roe versus Wade. L'avortement devient un droit constitutionnel. Cette décision historique donne naissance à de violentes manifestations menées par des groupes religieux et qui vont se politiser au fil des années. Lors du mandat de Donald Trump, la Cour suprême change de visage. Les juges conservateurs deviennent majoritaires. Le droit à l'avortement, garanti jusque-là à toutes les Américaines, est de plus en plus menacé. Et ses défenseurs se mobilisent. Aux États-Unis, 61% de la population est pour que l'interruption volontaire de grossesse reste légale en toutes circonstances. T'as cette notion de liberté qui est vraiment gravée en fait, tu vois, dans le cœur de l'américain, et en même temps il y a ce besoin de pouvoir et de contrôle qui se tire continuellement et qui n'en finit pas. D'un côté, on va te dire qu'on veut le droit au port de l'arme, et de l'autre côté, on va te dire que les médecins n'ont pas le droit de pratiquer un avortement si ça veut dire sauver la vie d'une femme. Et l'avortement, c'est un gros mot. C'est un mot qui fait pas plaisir, personne n'a envie de l'entendre, c'est quelque chose qui a une connotation très négative, mais la réalité c'est que c'est une procédure médicale qui, dans certaines situations, sont nécessaires et sont une question de vie et de mort. Moi, j'arrive pas à rationaliser comment est-ce que tu peux expliquer le fait de ne pas donner la possibilité à une femme, ou même certaines fois, et plus souvent qu'on le pense, à un enfant d'avoir recours à quelque chose dont elle a besoin. I was 5 years old when my stepfather abused me for the first time. I was 12 when he impregnated me. I just remember thinking, I have to get out of my skin. I can't be me right now. Like, this can't be it. Je trouve ça plus criminel de voler la vie d'un enfant ou d'une femme parce que toi personnellement t'as une conviction personnelle. En fait, c'est ça le plus gros des problèmes, c'est que toi, si personnellement tu es contre l'avortement et que tu sais que c'est quelque chose que tu ne ferais jamais, personne ne sera là à te dire qu'il faut absolument que tu le fasses. Par contre, dans la même logique, en fait, c'est jamais à nous de faire ce genre de décision aussi conséquente pour un autre être humain. Et c'est là où ça devient encore plus dangereux, c'est que la religion fait faire des choses aux gens complètement folles. Attends, parce que celle-ci, elle est vraiment trop forte. Charlie va checker le courrier et il se met à exploser de rire de nulle part. Je regarde, je dis mais qu'est-ce que t'as en fait? Qu'est-ce qui est trop marrant? Il me dit attends, je te passe ça, tu vas voir pourquoi est-ce que je suis en train de rigoler, tu vas rire. Alright, you want to read it to us? I do want to read it too. I just want to say, ils ont adressé, donc ils nous ont envoyé un courrier, hein, parce que ça n'a pas été déposé dans notre boîte aux lettres, ils nous ont envoyé un courrier, donc ils ont dépensé
dépenser de l'argent. Et c'est adressé aux démocrates qui habitent donc ici. Ils disent Hello, I've seen your Harris Wall sign and wanted to thank you for your courage to put it out there. You obviously have no clue what the Harris bunch will bring. Total communism. They will cancel all your health care, so if you need a doctor, there won't be one. Harris said she's going to give all health care to illegal aliens. Communism means also that you have nothing your own. The government takes away all your houses, cars, bank accounts, etc. In communism, the only rich people are the leaders. Everyone else is poor and equal. The leaders are now... The leaders are now equals and equal... I don't understand the end. The leaders are now quote-unquote God. Oh, well... Isn't that funny? I am the chosen one. Anyway, they understand very little. They understand very little, which is very scary. Ah, ça, c'est ajouter ça, en fait, ils ont glissé ça, c'est comment ça s'appelle? C'est un prospectus d'un chrétien, en fait. I'm gonna miss heaven. I guess I was already gonna... I guess Mr. O was right, I was never really saved. Je vais aller en enfer. Si c'était pas déjà le cas. If this is not some kind of like a threat, if you vote for Harris, you're missing heaven. Ça, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire dans cette vidéo. C'est le problème que l'on a, c'est que Dieu et la religion est mis au centre de quelque chose qui ne devrait absolument pas être au centre et que les gens prétendent être éduqués sur un sujet qui ne connaissent absolument rien. Yeah, but I have the courage though. They're about to just get... C'est là que le problème est pour moi, c'est ce réel besoin de contrôle sur la vie des Américains qui est masqué sous une certaine liberté et une certaine foi, tu sais. Waouh, c'est dark. Ce que j'ai toujours peur qu'on entende quand je parle de la différence entre des républicains et des démocrates et quand moi, nomme le fait que je suis démocrate, j'ai toujours peur qu'on pense que je juge forcément un républicain. Je partage pas leurs valeurs. J'ai longtemps dit que j'étais républicaine parce que j'ai grandi finalement dans un cadre qui était plus comme celui-là, avec une philosophie de vie qui était beaucoup plus en accord avec le parti républicain, et en grandissant personnellement, en moi me développant, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout alignée avec les positions qu'il prenait. Je sais pertinemment que Trump n'a aucun respect pour les valeurs des gens qui votent pour lui. He has really become the candidate of the working man, of the everyman. President Trump cares deeply about rig workers. I know a lot about overtime. I'd hated to give overtime. I hated it. I'd get other people, I shouldn't say this, but I'd get other people in, I wouldn't pay. I hated it. They go on strike. I won't mention the name of the company, but they go on strike and you say, that's okay, you're all gone. You're all gone, so every one of you is gone. Son ascension au parti républicain et la façon dont il a complètement transformé le parti républicain moi personnellement m'a choquée. Il y a un truc aussi qui est hyper intéressant et que j'ai oublié de mentionner, c'est que au moment de la guerre civile, le Sud est démocrate, le Nord est républicain, Lincoln est républicain. C'est les républicains qui demandent l'abolition de l'esclavage. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait tu vois les choses bouger au fur et à mesure des années et se retourner. À un moment ou à un autre, en fait, tu vois que il y a un changement complètement. C'est un phénomène qui est quand même étrange. Qui, moi, en tout cas, je trouve ça fascinant parce que tu vois vraiment que l'évolution humaine, des mentalités, de la façon de penser, de réfléchir, et comment est-ce que parfois tu peux avoir quelque chose, tu sais, être à un extrême, et en voulant trop te rapprocher de quelque chose, te retrouver après d'un extrême à l'autre, en fait. C'est aussi hyper déstabilisant parce que ça veut dire que moi, en tout cas, je le perçois toujours comme ça, c'est que actuellement, je vais me dire démocrate parce que mes valeurs s'alignent plus facilement avec celles du Parti démocratique, mais la réalité, c'est que je suis indépendante. Je vais aller où je pense que le candidat est meilleur et mieux pour la population américaine, pour moi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes aux États-Unis qui sont comme ça, mais il reste quand même une mentalité qui est assez cultiste et qui a besoin d'avoir l'impression d'être dans un groupe
dans un club, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Tout ça pour te dire qu'effectivement, au mois de novembre, je vais aller voter. Je vais aller balancer mon petit vote bleu dans une belle boîte rouge qui ne comptera certes à pas grand chose, autre que moi je sais que j'ai fait ma part et que des fois, il suffit qu'un seul vote. On me demande souvent, en fait, mais pourquoi est-ce que t'aimes les États-Unis? Tu sais, pourquoi est-ce que tu veux vivre ici? Pourquoi est-ce que... Quel intérêt à ce pays? À ce pays, à l'intérêt que c'est quand même le premier à avoir fait pas mal de choses. Il y a un réel sens de possibilités sans fin. C'est marrant parce que je traîne toujours les pieds pour faire mon linge, mais la réalité, c'est qu'en fait, j'aime bien. Et ça nous a permis d'avoir une chouette conversation, donc c'est pas si mal. Je vais finir ça. Et je vous reprends après. Dear Marie, hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me. Was this anxiety? Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again. Making our sign. Fantasies I've got, fantasies that we're driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. I should say I don't look the same as I did when you saw me last. Might be all the alcohol and cynicism, the OCD and constant overthinking, like what I should have said, what I should have done. The walls are coming at me and I'm running out of places to run to. Dear Marie, I hope you're better off than me. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought I'd get better, and I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Yeah. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought I'd get better, and I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Ce que finalement je trouve vrai et que un peu ma conclusion à cette vidéo, c'est que l'espoir et la peur est vrai dans les deux cas. C'est-à-dire que moi je la ressens, mais quelqu'un qui va voter pour Trump la ressent aussi profondément. La peur pour moi, elle vient du fait que je sais ce que c'est d'être sous l'emprise d'une relation toxique et aussi d'un culte. Et personnellement, il m'a fallu un électrochoc en fait pour me réveiller. Pour ma religion, ça s'est fait avant et c'est quelque chose qui est progressif, mais quand t'es dedans, c'est pas quelque chose que tu peux voir, et bien au contraire en fait. Tout ce qui va aller en contre de tes croyances et une attaque qui t'est faite personnelle et aussi un test de ta foi, et tu ne peux pas la recevoir comme une vérité, parce qu'en fait sinon ça veut dire que ce que l'on t'a enseigné, ce que l'on t'a prêché pendant autant de temps, autant d'années n'est pas vrai, et c'est une vraie crise de conscience, c'est un réel problème, parce que tu commences, tu sais, à devoir distorder toi qui tu es, ta vérité, ta façon de penser pour pouvoir continuer
à être dans ce groupe de personnes qui peut être ta famille, qui peut être un parti politique. Et pour les Américains, ça fait partie de leur ADN en fait, leur parti politique. Presque. Et Trump a été très intelligent. Après, il est manipulé lui aussi par des entités qui sont des entités chrétiennes, parce que la réalité, c'est que lui, il n'est pas chrétien. Have you ever asked God for forgiveness? That's a tough question. I'm not sure I have. I don't bring God into that picture. I don't. Il a démontré 1 milliard de fois qu'il n'est pas chrétien. On voit vraiment qu'il est utilisé comme un pion pour pouvoir essayer d'imposer des codes de vie qui sont tyranniques. Le projet 2025. Project 2025 includes a massive overhaul to the federal government as we know it. And this is not just rumor. This is all based on actual stated goals that Donald Trump has said over and over again for the past 3.5 years. 2025. It's an ambitious 920-page blueprint. Meet Russ Vought. Russell Vought, the former director of the Office of Management and Budget. I want to thank Russ for doing an incredible job. I think you have to rehabilitate Christian nationalism. You have the largest deportation in history, block funding for Planned Parenthood. I know nothing about Project 25. I haven't seen the document. I don't intend to really see the document. But behind closed doors, Vought tells us not to take Trump's disavowal seriously. I expect you to hear 10 more times from the rally, the president, distancing himself from the left's boogeyman at Project 2025. Yeah. And you're not worried about that? I'm not worried about it. It's interesting. He's in fact not even opposing himself to a particular policy. Yeah. He's been at our organization. He's raised money for our organization. He's blessed it from I remember walking into our last day in office and told him what I was going to do. So he's very supportive of what we do. With loyalists installed in key government agencies and armed with his playbook, Vought believes a radical Christian nationalist agenda can be realized under a second Trump presidency. Et qui est tout simplement la carte pour une administration qui ne sera même pas une administration, en fait, qui serait un gouvernement tyrannique. Et ça, c'est la vérité que moi je ressens. Mais c'est pas la vérité, en fait, que un républicain qui va voter pour Trump cette année ressent. Eux, ils ont réellement l'impression que leur liberté est attaquée. Charlie vient de me dire, là, il y a 20 minutes de ça, que il a vu des gens passer devant chez nous qui étaient en train de hurler des gros mots et faire des doigts d'honneur à notre maison parce qu'on a juste notre petit panneau Harris Waltz, quoi. J'ai pas encore affiché le gros, donc et l'afficher va vouloir dire qu'en fait on met notre sécurité en péril. Et ça, c'est honnêtement la preuve qu'il y a un énorme problème. C'est que si moi je me sens pas en sécurité physique parce que j'ai des opinions qui vont à l'encontre des tiens, et que toi tu veux me forcer à avoir ces opinions, c'est pas moi qui est tyrannique. Babiche! This is probably easier. Well, I think that's the most people are going to see it. Really? People going both ways. Oh, that's true. Okay, yeah, that's great. On dit que c'est l'espoir qui tue, mais sûrement pas plus vite que la peur. Et moi, je peux pas ne pas avoir de l'espoir parce que je suis dans ce pays que j'ai choisi, que j'aime, que ma fille va grandir ici et que notre futur est ici, dans le Tennessee, et que la démocratie est une merveilleuse chose qui doit être protégée à tout prix. Et parce que si tu te souviens bien, et moi j'oublierai jamais cette journée, on l'a presque perdue il y a 4 ans en arrière. The crowd was unbelievable, and I mentioned the word love, the love in the air. I've never seen anything like it. Je m'y accroche. Je m'y accroche à ce rêve américain parce que c'est le mien. Il y a pratiquement la moitié de la population américaine qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique. C'est un pion qui doit être absolument éjeté de la table d'échecs pour le bien de tout le monde et pour le bien des républicains aussi, du parti républicain, parce qu'il y a énormément de bonnes choses qui viennent avec le parti républicain. Je pense pas que les démocrates sont des anges, je pense pas qu'ils ont
ni la science infuse, ni les solutions à tout, et je pense que la plupart du temps, ils sont idéologiques et un peu naïfs sur les bords. Il y a un réel desservice qui est fait à l'homme blanc. Je pense que leur santé psychologique et leurs émotions, en fait, ne sont absolument pas pris en compte. Je pense que aussi, c'est en grande partie dû au fait qu'il y a un shift qui est fait et que avoir l'égalité homme-femme veut dire qu'on perd une impression de privilège, alors qu'en fait, tu peux juste partager ça aussi et tout le monde est content. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que les femmes qui ont perdu un droit qui était normalement constitutionnel il n'y a pas 2 ans. Et ça ne devrait pas être à des politiciens de choisir un traitement médical pour n'importe qui, en fait. Je ne comprends pas. Et tu peux pas dire que tu veux le bien des hommes si jamais tu leur permets pas d'avoir un coéquipier qui a tous ses droits. Tu sais, s'ils sont dans un couple hétérosexuel, ce que veulent les républicains. Donc, juste... Bref, je sais pas ce qui va se passer au mois de novembre. Je suis optimiste, mais en même temps, je garde quand même en tête le fait que Trump peut dire et faire absolument n'importe quoi. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. Et avouer qu'il peut dire et faire absolument n'importe quoi. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voting. And shoot somebody. Les gens qui l'apprécient vont continuer à l'apprécier, en fait. Parce qu'ils le suivent comme un dieu. Sur ce, je vais te laisser. J'ai pensé ce format, je pense chaque format de mes vlogs assez différemment, mais celui-ci est un petit peu plus chargé en histoire. J'avais vraiment envie de, parce que moi je suis passionnée, de vous délivrer un petit peu plus d'informations concrètes, factuelles. Si jamais t'as kiffé, mets un petit pouce en l'air parce que ça aide grave cette vidéo et ça aide ma chaîne. Partage-la à quelqu'un que tu kiffes si jamais t'as envie, qui kiffe sa vie aussi. Et voilà, et moi je serai éternellement reconnaissante, en tout cas du temps que je vivrai encore. Donc, mon éternel. Qui sera donc passé en enfer. Bref, j'entends qu'on m'appelle, donc ciao ciao. He's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway.